Notre quatrième et dernier speaker, Mathieu Pouget, est docteur en art du spectacle, formateur, comédien et metteur en scène. Il travaille sur le théâtre dans des espaces non théâtraux, avec des structures universitaires et scientifiques comme l'école des docteurs, le CNRS ou encore le Quai des Savoirs. Il vous a préparé aujourd'hui une expérience interactive, vous aurez besoin des stylos dans vos tote bags. Veuillez accueillir chaleureusement avec nous Mathieu Pouget. Bonsoir. Alors d'abord, je veux commencer en remerciant TEDxINSA de m'avoir proposé de faire la clôture de cette soirée sur le mouvement. Et j'aimerais bien remercier aussi, et que vous les remerciez, toutes les personnes qui sont passées juste avant moi, parce que c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, donc merci beaucoup. Oui, si vous avez envie d'applaudir, vous pouvez. Donc, on m'a déjà présenté, mais je me représente. Donc moi, je m'appelle Mathieu Pouget. Donc oui, je suis docteur en art du spectacle, je suis comédien, je suis metteur en scène d'une compagnie théâtrale qui s'appelle le Science Comedy Show, qui fait de la vulgarisation scientifique par le théâtre. Et je suis formateur en théâtre appliqué. Alors c'est quoi le théâtre appliqué ? En gros, on pourrait dire que le théâtre appliqué, vous prenez le théâtre, vous enlevez le côté esthétique et politique, quoique, vous gardez les boîtes à outils et vous essayez de les déployer dans des espaces a priori non théâtraux. Alors, si vous avez un peu observé les gens de ce soir, ils vous ont transmis du savoir et ils ont utilisé pour ça un certain nombre de boîtes à outils qui viennent de ma discipline, du théâtre. Et quand on se pose la question du savoir transmettre, la première chose qu'on va se poser, et la première boîte à outils qu'on va utiliser, c'est la voix. Alors, si je vous dis comme ça, la voix est un mouvement, de manière intuitive, vous allez me dire, bon, oui, d'accord. Mais c'est un mouvement comment ? Comment est le mouvement de la voix ? Alors, ils vous ont dit qu'on allait faire une expérience un peu interactive, donc oui, je vais vous poser des questions, je vais vous demander de me répondre, et après on fera des expériences où je vais vous demander de vous lever et d'expérimenter des choses pour essayer de vous démontrer, en gros de vous prouver, que la voix est un mouvement. Alors la première question, c'est pas grave, le stylo, on le récupérera après. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on respire ? Non mais c'est une vraie question, elle n'est pas rhétorique, c'est vraiment... Donc, on respire comment ? Je sais pas ? Avec la bouche, très bien, ok. Par le nez aussi, on peut le faire, d'accord. Quelle est la respiration naturelle ? Quelle est la respiration naturellement que vous adoptez et quel est le mouvement de votre corps que vous adoptez quand vous respirez ? Un relâchement, d'accord. On se détend un peu, on respire. Quelle est la partie de votre corps qui se met en mouvement ? Les poumons, très bien. Jusque-là, tout va bien. Vaut mieux parce que sinon, vous serez vraiment en difficulté. Mais, quelle est votre respiration naturelle ? La respiration comment ? Le ventre. Ok, on est tous d'accord avec ça ? Respiration ventrale, respiration naturelle. Ok, quand est-ce que vous respirez comme ça ? Quand est-ce que vous respirez avec le ventre ? Quand on dort. Très bien. Personne, la nuit, quand il dort, fait ça. D'accord ? C'est bien la partie basse. D'ailleurs, si quelqu'un à côté de vous fait ça, la personne n'est pas en train de dormir. Elle fait semblant. Si vous observez un bébé dans son couffin et que vous le regardez dans les yeux avec sa totote, il ne va pas respirer avec la partie haute du corps. Il ne fait pas. D'accord ? Il va bien respirer avec la partie basse, avec le ventre. Par contre, si vous croisez un bébé, que vous le regardez dans les yeux et qu'à ce moment-là, il vous fixe et il fait « barrez-vous ». D'accord ? Il est possédé, c'est Chucky, il va vous tuer. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous. Et je vais vous demander à toutes et à tous de prendre une grande inspiration. Allez-y, prenez une grande inspiration, allez-y, une grande inspiration. Et maintenant, vous soufflez l'air. Ok, refaites-le. Prenez une grande inspiration, allez-y. Alors, c'est un peu bizarre, parce qu'on vient de parler de respiration ventrale, et 80% d'entre vous, vous faites... Alors, je ne sais pas si je dois vous l'expliquer, mais ceci n'est pas le ventre. D'accord ? Ceci, c'est le thorax. Et vous êtes en train de prendre ce qu'on appelle une respiration thoracique. Or, pour la voix, ce n'est pas le bon mouvement. Pour la voix, vous allez avoir vraiment besoin de prendre ce qu'on appelle une respiration ventrale. Alors ça paraît un peu bizarre ce que je vous raconte, mais on va l'expérimenter. Prenez toutes et tous une grande respiration thoracique et une fois que vous avez bien gonflé,
mettez-vous à parler. Faites-le. Allez-y, prenez de l'air. Et là, mettez-vous à parler. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais c'est sérieux, hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes bloqué, d'accord? Vous semblez manquer d'air, mais en fait, vous venez de remplir vos poumons. Et pour certains d'entre vous, votre voix a changé. Vous avez basculé dans ce qu'on appelle une voix de gorge. Je le refais. Je me mets à parler d'ici. D'accord? Hein, c'est comme si j'avais pris un peu d'hélium, ok? Mais ça, c'est une voix qui met en difficulté vos cordes vocales. Ok? Donc, il faut qu'on respire avec la partie basse. Donc, comment est-ce qu'on va respirer? On va essayer de gonfler cette partie-là, travailler sur ces côtés-là et travailler aussi avec le dos. En gros, remplir, d'accord, de l'air par la partie basse, comme si vous aviez une grosse bouée d'air tout autour de vous. Une fois qu'on a rempli l'air et qu'on a fait ce mouvement-là avec le corps, comment est-ce qu'on pousse? Comment on pousse l'air? Avec le diaphragme. Alors ça va être le point haut, d'accord? Il va y avoir un point bas. Un point qui, à un moment donné, me permet de faire ça. Comment je pousse? Qu'est-ce qui pousse? Prenez de l'air avec la partie basse, prenez de l'air. Et après, soufflez, 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 soufflez jusqu'à la fin du souffle et dites-moi quel est le point bas. On prend de l'air et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Quel est le point bas? Alors, plus bas. Hop, je l'ai entendu juste là, un peu plus fort. Le périnée. Ouais. C'est le périnée, le point bas de la poussée de la voix. Vous allez me dire, c'est quoi le périnée? Hein, bon, c'est ce muscle qui part du sexe et qui va jusqu'au scrotum et qui tient toute la partie basse du corps. Pour qu'on comprenne ce que je suis en train de vous raconter, on va faire une expérience. Alors, vous prenez votre main. Votre esprit va beaucoup plus vite que ce que je suis en train de raconter. Vous mettez votre main entre votre sexe et votre nombril sur le point de ceinture des années 80. Alors, je dis les années 80 parce que la dernière fois que j'ai fait ça, il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est parce que ça, c'est le point de ceinture des années 50. D'accord? C'est ce qu'on appelle les tailles hautes. Donc vraiment, entre le nombril et le sexe. D'accord? Vous enfoncez. Je sais que ce n'est pas agréable, mais c'est pour l'expérience. Vous enfoncez votre main dans cette zone-là. Et vous allez, avec cette zone-là, repousser. D'accord? Alors attention, ce n'est pas ma main qui fait comme ça. C'est bien la ceinture abdominale qui pousse. Deux types de poussées. Une poussée par à-coups et une poussée progressive. Oui, non, je sais, ça paraît un peu ésotérique, mais vous allez voir, ça va être un peu plus clair après. Essayez d'expérimenter ça, d'accord? Double poussée, poussée par à-coups, poussée progressive. OK. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous faites du son. Un A, un O, un I, un U, ce que vous voulez. Vous faites du son et vous me racontez ce qui vous arrive. On enfonce et on pousse. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non? Rien? C'est plus grave, d'accord. D'autres choses? Certains d'entre vous, au moment de la poussée, vous devez sentir que la voix augmente un peu. Je refais l'exercice. Le bouton est en bas. Alors c'est complètement contre-intuitif. Si je vous avais demandé de pousser la voix, le premier truc que vous auriez fait, c'est mettre de la tension au niveau des cordes vocales. Or, la tension vient d'en bas. Le bouton qui permet d'un moment donné de projeter la voix est en bas. Donc c'est le périnée. Le deuxième point, c'est le point haut, c'est le diaphragme. D'accord? C'est une zone qui est une zone assez sensible quand on le met en mouvement. Quand vous êtes stressé, c'est là que ça se passe. Quand vous êtes amoureux, c'est là que ça se passe. Quand vous êtes plié de rire, c'est là que ça se passe. Quand vous êtes en colère, c'est là que ça se passe. Si on fait la même expérience, attention, votre estomac est en dessous, d'accord? Donc ce serait dommage de voir ce que vous avez pris au goûter, d'accord? Mais si je fais la même expérience, j'enfonce mes doigts et je pousse. OK? Bien. Donc c'est une poussée de bas vers le haut. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu une difficulté, c'est qu'au moment de la poussée, le son s'est arrêté. C'est-à-dire, au lieu d'être capable de faire
un continuum qui monte et qui descend. Certains d'entre vous, vous avez peut-être senti le « Ah !» Ah !» Et ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le son s'arrête et que vous n'arrivez pas à continuer sur un continuum qui serait continu? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Pas d'idée? Vous ne faites pas le bon mouvement. Tout simplement. Vous vous rappelez d'un mouvement que vous connaissez et que vous maîtrisez, qui est le mouvement de quand on fait des abdominaux. On vient figer la ceinture abdominale. Et quand on fait ça, on ne peut plus parler. On va l'expérimenter ensemble. Je vous demande de prendre de l'air, de contracter vos abdos et d'essayer de parler. Prenez de l'air. Contractez vos abdominaux et mettez-vous à parler. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Certains, vous allez arriver à passer au-delà. Mais certains vont avoir exactement la même réaction que tout à l'heure. Au moment où je vais contracter mes abdominaux, je repasse en voie de gorge. Et mécaniquement, je mets de la tension ici. Or, ici, il n'y a pas de tension. C'est une zone qui est uniquement une zone vibratoire. Donc en gros, on remplit de l'air tout autour de nous, comme si on avait une bouée. On pousse à partir du périnée jusqu'au diaphragme, et on va envoyer cet air-là au niveau des cordes vocales, et là, il n'y a que de la vibration. Soit une vibration comme ça, soit une vibration comme ça. Et c'est ici qu'on va finir le son, que le mouvement de la voix va se finir, dans la partie phonatoire. Si on n'a pas cette partie-là, on ne peut pas faire de son articulé, ou en tout cas, ça va être très compliqué. Alors c'est le moment où je vais vous demander de prendre les stylos qu'on vous a donnés dans les tote bags. Bien. Alors, on va faire un petit exercice. Vous n'êtes pas obligé de le faire, parce qu'évidemment, vous ne connaissez pas forcément les stylos. Mais je vais vous faire un exercice qui est un exercice que les comédiens font pour apprendre leur texte. Alors, ne le faites pas tout de suite, hein. D'accord, c'est pas parce que moi je le fais qu'il faut le faire tout de suite. Donc tout à l'heure, vite fait, vous mettez le stylo au niveau des prémolaires et vous vous parlez entre vous. Et je vais vous demander d'observer deux choses. C'est qu'est-ce qui se passe de l'intérieur et qu'est-ce qui se passe de l'extérieur. Allez-y, à votre tour. Allez, expérimentez-le. Hein. Donc voilà, on met le stylo dans la bouche. Et donc, on se met à parler, voilà, et donc on essaye de se mettre à discuter, voilà. Ok. Alors, on revient, c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez? Alors d'abord, la première chose que vous observez, c'est que votre voix a changé. Si vous mettez un stylo dans la bouche, votre voix n'est pas la même. La deuxième chose que vous allez observer, c'est que le stylo, il est gênant. Oui, c'est-à-dire qu'il vient gêner la langue, mais la langue, au bout d'un moment, commence à faire ça. Et vous redécouvrez de l'intérieur, plus vous poussez cet exercice, comment est-ce que vous fabriquez du son par la mise en mouvement de votre langue. OK ? Mais je vous ai dit de voir qu'est-ce qui se passait de l'intérieur, donc c'est ça, et qu'est-ce qui se passait de l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez vu de l'extérieur ? On n'a rien vu. On n'a rien vu, on est dans le noir, tout ça, on ne se voit pas très bien. Le sourire, d'accord, quoi d'autre? Les yeux, c'est-à-dire le regard agrandi. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté verbale, automatiquement le non-verbal prend le relais. La plupart d'entre vous, quand vous avez mis le stylo dans la bouche, vous avez fait ça. Et après, vous avez... Donc la voix est un mouvement. Prenez conscience de ça. Si le stylo transforme votre voix, c'est parce que ce stylo, il est venu transformer l'appareil phonatoire. Ça veut dire qu'on peut transformer par le mouvement notre voix. Là, actuellement, par exemple, je suis en train de faire une séquence assez monocorde, d'accord, tout simplement parce que je ne suis pas en train de faire le mouvement qui permettrait de mettre la mélodie. Si je veux mettre de la mélodie, il suffit juste que je tire sur mes zygomatiques. Et c'est assez fascinant parce que quand je fais ça, certains tout de suite, ils me regardent et... OK? Donc, la voix, la mélodie, l'émotion sont des mouvements. Bien. Vous pouvez vous rasseoir. Mais donc, si je peux modifier ma voix, je peux complètement la transformer.
Qu'est-ce qu'il se passe quand j'avance, par exemple, la partie haute de mon masque? Et que je... Oh tiens, ah c'est drôle, quand j'essaye de parler avec... Vous voyez? Dès que je vais changer la posture de mon corps, je vais changer ma voix. Qu'est-ce qui se passe quand je... Ah, ça c'est drôle, celle-là elle est pas mal aussi. Tiens. Mais après, je peux aussi attaquer de l'intérieur. Et certains d'entre vous, vous allez vous dire « Ah, le père Fouras !» jusqu'à ce que je dise « Harry !» Et là, ça devient Dumbledore. La voix est un mouvement. Mais je vous ai dit tout à l'heure d'observer ce qui se passait de l'extérieur. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais cet exercice du stylo dans la bouche raconte la spécificité du français. Est-ce que vous savez comment on imite un français à l'étranger? Comment les étrangers imitent les Français? Alors, la baguette, c'est un accessoire, donc on n'est pas complètement dans le mime ou dans l'imitation, mais oui, baguette, t-shirt rayé, voilà. Hein. Râleur peut être aussi une bonne stratégie. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui imite un Français? Il dit voilà, oui, c'est vrai. Mais si on imite, on ne met pas de son, les gens qui imitent les Français font ça. Et tu te dis, pourquoi? Enfin, moi, je ne me sens pas comme ça. Sauf que, quand vous avez mis le stylo dans la bouche, toutes et tous, Ben, vous avez fait ce truc-là un peu étrange qu'on est en train de faire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il se passe un truc bizarre à ce niveau-là quand on est en train de parler le français. le français est une langue qui se parle du bout des lèvres. Ça veut dire que si je me mets sur un effort articulatoire minimum, c'est un truc de malade, le français, il passe encore. Hein, alors heureusement que vous maîtrisez la grammaire et l'orthographe, parce que moi je ne fais plus aucun effort finalement, d'accord, non-verbal et prosodique, mais c'est un truc de fou. Le français passe encore. Donc si le français est un mouvement donné, ça veut dire que les autres langues aussi, et c'est à ce moment-là que je vais vous le démontrer. C'est quand je vais basculer dans mon autre langue. A ver, hay una cosa muy divertida. Es el momento en que yo me pongo a ver castellano. Y no sé si os dais cuenta, cambia mi cara, cambia mi cuerpo y también cambia mi voz. Et là, maintenant, je reviens au français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le français, il est plus aigu. Hein, c'est l'autotune de mon espagnol. Eh ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une langue donnée est un mouvement donné. Eh oui. J'espère qu'avec cette petite démonstration, qui prendrait plus de temps si on voulait complètement l'expérimenter ensemble, je vous ai démontré que la voix est un mouvement, et vous l'avez un peu ressenti. Mais si j'ai envie de finir ce soir, j'aimerais bien finir de cette façon-là. C'est quoi un accent? Un accent, c'est la rencontre d'une langue maternelle et d'une langue cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un mouvement qui rencontre un autre mouvement. Si moi je prends ma langue française et que je la fais rencontrer avec ma langue espagnole, à un moment donné, il va se passer un truc un peu étrange. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sons que je ne suis pas capable de faire. Parce que par exemple, les nasales, moi dans ma langue espagnole, je ne les ai pas, et donc moi je ne sais pas. Et là où vous faites, vous, le R, moi je fais le R, c'est un peu compliqué. Pero también puede hacer la inversa. Es decir, ponerme a hablar castellano con acento francés. Y lo más divertido de todo es que vosotros franceses entendéis mucho mejor cuando hablo español así que cuando hablo castellano como se tiene que hablar. Pour finaliser cette présentation et cette soirée, j'ai envie de vous dire une chose. Si un jour vous croisez quelqu'un qui fait l'effort de se mettre en mouvement et de mettre en mouvement sa langue pour aller essayer de toucher la vôtre, s'il vous plaît, regardez-le, observez-le et surtout, ne vous moquez pas. Merci beaucoup.